Alors, bonjour et bienvenue. C'est avec plaisir que la Ville de Lévis vous reçoit aujourd'hui à la présentation du budget 2024. Je me présente, Michel Tisdel, conseiller en gestion des relations médias à la Ville de Lévis, et j'animerai cette rencontre qui ira comme suit. Nous commencerons tout d'abord avec l'allocution de M. le maire, suivie de celle de Mme Isabelle Demers, présidente du comité des finances. Nous enchaînerons avec la période de questions où M. Lafaux, M. Stéphane Lafaux, directeur général, et M. Frédéric Moisan, directeur des finances et trésorier, seront invités à intervenir au besoin. Pour vous accueillir officiellement, j'ai l'honneur d'inviter le maire de Lévis, M. Gilles Lehoulier. Alors donc, bienvenue à ce point de presse pour le budget de la Ville de Lévis 2024. D'abord, je voudrais effectivement souligner la présence à ma droite de notre présidente du comité de finances, Mme Isabelle Demers, également de notre directeur des finances, M. Frédéric Moisan, à ma droite, et bien sûr de notre directeur général, M. Stéphane Lafaux, à ma gauche. Je voudrais aussi souligner la présence de nos directeurs généraux adjoints qui sont ici présents, et en particulier de Karina Bilodeau, là, qui a travaillé très fort aussi pour appuyer. Elle est chef de service aux finances. Et merci aussi à la direction des communications, Mme Breton, Suzanne Breton, M. Michel Tisdale et Marie-Pierre Boutin, qui ont fait un magnifique travail. Alors aujourd'hui, nous annonçons une hausse de 6 % de la taxe foncière. Alors nous, dans le fond, tout comme l'an dernier, notre objectif, c'était de se tenir à peu près aligné sur l'inflation au niveau de la taxe foncière, puisque l'autre forme de taxation qui est reliée aux services, bien sûr, alors direct à la population, on n'a pas le contrôle parce qu'on doit charger ce qu'il en coûte en réalité. Donc, c'est vraiment sur la foncière où on a une certaine influence. Ce qui veut donc dire que notre augmentation de 6 % de la taxe foncière pour une maison moyenne, ça représente 12 $ par mois. Mais si on ajoute les tarifications, l'eau, l'assainissement, les déchets, c'est 7,60 $ de plus par mois. Nous sommes donc à 19,60 $ d'augmentation par mois sur le compte de taxes. Donc, nous, notre objectif, je tiens à le dire, c'était vraiment d'être adossé à l'inflation, une inflation observée à 5,9 %, avec les mêmes paramètres que la Ville de Québec. Nous avons en fait pris une décision responsable. Et notre président du comité de finances va avoir l'occasion de vous expliquer un peu plus en détail ce qu'il en est. Pourquoi on a pris une décision responsable en équipe? Nous avons pris la décision de ne plus creuser l'écart avec les villes comparables. Il est là notre talon d'Achille au niveau de la Ville de Lévis. C'est qu'au cours des années, depuis le regroupement des municipalités, nous avons regroupé de petites unités et on peine à faire le rattrapage qu'on devra faire au niveau de la taxation. Je vous donne juste un exemple. Là. Quand on se compare avec les 5 villes comparables, que sont Terrebonne, Saguenay, Trois-Rivières, quels étaient les autres? Sherbrooke. Alors donc, quand on se compare avec ces villes-là qui sont comparables là, en termes de population, je vous donne juste un exemple. Là. À notre budget, il faudrait ajouter 38,6 millions pour que je sois comparable à ces villes-là. 38,6 millions, ça veut dire 13,7 % d'augmentation. Mettons que je le transmets en termes de taxes. Donc, on est à 13 % de taxation éloignée de la moyenne de ces villes-là. Alors, ce qui veut donc dire que nous, il n'y a pas de marge de manœuvre à Lévis. Et en plus, autre point caractéristique, 90 % de nos revenus viennent de la foncière. Foncière, mutation, c'est les deux éléments. Ça, pour nous, là, c'est 90 % de nos revenus. Alors, je regardais, par exemple, dans d'autres villes où là, on peut miser sur la tarification, par exemple, sur les stationnements. Nous, on n'a pas de parcomètre, on n'a pas de stationnement payant. Comme je vous disais, on est le résultat du regroupement de plus petites entités municipales. Je voyais, par exemple, qu'à Longueuil, ils ont introduit une taxation sur la mobilité, ce qu'on n'a pas, nous. Nous,
Nous, on n'a pas de taxation sur la mobilité. Je voyais, par exemple, qu'à Longueuil, par exemple, la tarification pour la mobilité, c'est 17 par unité d'évaluation, 10 par logement, puis 10 par local. Donc, on n'a pas ce type de tarification-là qui fait que nous, donc, notre seule source, à 90 c'est la foncière. Donc, inutile de vous dire que si on avait une tarification plus diversifiée, ben, on aurait pu diminuer un peu plus l'impact du foncier. Vous me suivez? C'est bien important qu'on comprenne la différence de notre ville par rapport aux autres villes pour voir un petit peu ce qu'il y en est dans la réalité des choses. Cela étant dit, donc, notre comité de finances travaille justement, et depuis l'arrivée aussi de M. Lafaux comme directeur général, on travaille énormément, donc, dans le cas du cadre financier. Écoutez, cadre financier sur lequel on travaille fortement. Je sais que le comité de finances sont assez avancés parce que oui, on va aller vers une certaine diversification de nos revenus. On ne veut pas être dépendant de la foncière à 90 donc, et on va regarder au niveau de la tarification ce qu'on peut faire, notamment en ce qui touche, par exemple, la tarification reliée à la densification de notre territoire. Alors, c'est sûr que ça, il y aura des choses nouvelles pour venir un peu soulager dans les prochaines années le taux de la taxe foncière. Cela étant dit, au niveau de la taxe foncière, on est à peu près à l'inflation observée. Et on a décidé aussi cette année, donc, de maintenir une taxation uniforme pour toutes les catégories d'immeubles, donc au niveau du foncier. Donc, on n'augmente pas plus le commercial. On veut que notre commercial conserve une longueur d'avance en regard des autres villes. Donc, ça, pour nous, c'est important. Et c'est la même taxe pour toutes les catégories d'immeubles, l'objectif étant de favoriser l'activité économique qui, vous le savez, est assez mal menée par les temps qui courent. Malgré cette augmentation de 6 de la taxe foncière et de l'ajout des services pour lesquels on n'a pas de contrôle parce qu'on doit charger ce qu'il en coûte, nous, le directeur général, notre directeur des finances, nous fait rapport sur ce qu'il en coûte pour les services et c'est ce qu'on se doit d'adopter. Alors ça, pour nous, c'est extrêmement important. Donc, cette année, 2 éléments quand même intéressants. C'est la création de notre fonds de logements sociaux et abordables, donc de 2,4 millions annuellement à compter de 2024 pour une période de 8 ans, ce qui veut donc dire que nous allons injecter dans le logement social un peu plus, tout près de 20 millions de dollars dans les 8 prochaines années. Et ça, c'est sans compter le coffre à outils aussi qu'on se donne au niveau du logement social, qui va être très diversifié, qui va être les remises de taxes. Je vous donne un exemple. On ne parle pas là-dedans, dans ce 2,4 millions par année, par exemple, du volet des logements sociaux qu'on va avoir avec, les terrains du Mano, là, qui est développement dans l'est de la ville, où on va donner des congés de taxes qui vont peut-être atteindre jusqu'à 5 millions de dollars juste pour les 115 premières unités. Donc ça compte pas ça au niveau du logement social, les remises de taxes qu'on va utiliser. Alors donc, voilà, et donc, on a opté également pour injecter 10 millions de dollars pour pallier à l'inflation et maintenir les services à la population. Nous avons décidé de maintenir ces services-là. Pourquoi on a décidé de les maintenir? C'est simple. Je vous ai expliqué la différence qui nous distingue des villes comparables. Alors, comme on a un différentiel qui est très élevé et qui atteint 38 millions de dollars de différence avec les villes comparables, alors il est clair que nous, dès qu'on touche au service, on touche au service de base, déneigement, loisirs. Alors, on n'a pas le choix. Il faut vraiment embarquer dans cette sphère-là. Ce qu'on a choisi de ne pas faire, et c'est la raison pour laquelle, donc, on a décidé d'injecter 10,3 millions pour pallier l'inflation et maintenir les services à sa population. Évidemment, dans ces 10 millions-là, il y en a 5,5 qui sont attribuables uniquement à l'augmentation du coût des contrats et des dépenses d'opération. Donc, je reviens sur nos priorités, logements sociaux et Société de transport de Lévis. Donc, nous faisons plus que doubler notre contribution cette année, qui passe à une augmentation de 700 000 $ pour atteindre 14,2 millions. Et l'an prochain,
nous allons maintenir cette cadence-là, on peut vous l'annoncer tout de suite, qui sera une cadence assez élevée. On veut rattraper les villes comparables au niveau du transport en commun. C'est un objectif crucial qu'on s'est fixé comme équipe aussi, et on s'est entendu donc pour le faire de façon très adéquate. Alors donc, en plus donc des sommes aussi qui vont être allouées au déneigement, vous le voyez, 19,5 millions, gestion des matières résiduelles, Mme Demers va vous en faire une présentation. L'autre élément, c'est que, évidemment, des éléments dont nous sommes le plus fiers, c'est le paiement au comptant des immobilisations. On est rendu à 20,9 millions. On est plus élevé dans le paiement comptant que la moyenne des villes comparables. Je voulais vous le dire, ça, c'est vraiment un acquis extraordinaire pour les générations futures. C'est un peu notre bas de laine, dans le fond, au niveau des immobilisations. Et au niveau de la dette, parce que vous vous souvenez, à un moment donné, l'opposition nous reprochait souvent d'être très élevé par rapport au pourcentage de budget. Alors, on est très fiers de vous dire que là-dessus, puis je tiens à féliciter le comité de finances. C'est un magnifique travail. On est passé de 144 du budget en 2020, par rapport à la dette, et on est descendu à 126,3 Donc, on diminue de cette proportion-là, qui est quand même assez importante. Et juste pour vous dire, la moyenne des 5 villes comparables que je vous ai nommées tantôt, dans cette sphère-là, est à 118 Donc là, on se rapproche dangereusement de la moyenne des autres villes comparables en ce qui concerne la dette. Et ça, on en est très, très fiers. Alors, je vais laisser Madame Demers, donc la présidente du comité de finances, vous faire quelques planches de présentation. Mais soyez assurés d'une chose, c'est que oui, nous, ça paraît élevé comme ça à prime abord, uniquement parce que c'est la foncière, nous, qui régularise tout. On n'a pas accès actuellement à des tarifications reliées au stationnement, à la densification, etc. Ça va venir, par contre, on est en train de le regarder. C'est sûr qu'on va chercher par tous les moyens à diversifier nos sources de revenus. C'est un objectif qu'on a donné à la direction générale dans le cadre financier qui s'en vient au cours des prochains mois, je pense, M. Lafaux. Hein, vous êtes assez avancé, je pense, là-dedans. Alors donc, on va regarder ça. Alors, Mme Demers, sans plus tarder. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, je vais aller tout de suite avec la présentation du budget 2024. Quelques chiffres. Alors, 2,4 millions, c'est la création d'un fonds pour les logements sociaux et abordables atteignant 2,4 millions annuellement pour les 8 prochaines années. Monsieur le maire en a fait mention dans le communiqué. 1,4 million au programme quinquennal d'immobilisation et 1 million dans un fonds réservé qui sera créé. Bonification de la quote-part de la Société de transport de Lévis de 700 000 $ pour atteindre 14,2 millions en 2024. 19,5 millions dans le budget actuel pour le déneigement. 21,7 millions pour la gestion des matières résiduelles avec une reprise de 25 de la collecte qui se fera en réseau. 15 millions en contribution aux organismes du milieu, incluant une indexation pour 2024. Les faits saillants. Pour le budget totalisant 404,9 millions, l'augmentation de la taxe foncière de 6 maintien d'une taxation uniforme pour toutes les catégories d'immeubles afin de favoriser l'activité économique, la hausse représentant 12 $ par mois pour une maison moyenne, la maison moyenne à Lévis de 329 700 $, croissance de notre richesse foncière de 240 millions permettant de dégager des revenus supplémentaires de 5,2 millions en 2024. On parle pour l'émission des permis. Au 30 novembre 2023, on est rendu à 550 millions et on a présentement, au 30 novembre, en fait, 1117 nouvelles unités d'habitation. La saine gestion financière pour le paiement comptant de 20 900 000 en 2024. 13,5 millions directement attribuables aux immobilisations payées à même les revenus. Et l'ajustement de 10,3 millions pour le maintien du panier de services aux citoyens, dont 5,5 millions attribués à l'augmentation des contrats et des dépenses d'opération. La planche suivante, alors, on voulait faire le détail, il y a beaucoup de chiffres, je ne passerai pas à travers tous ces chiffres-là. On voulait vraiment faire le détail de la taxe foncière, la tarification des services municipaux, la compensation tenant lieu de taxes et les droits de mutation. Ça représente 89,1 de notre budget. Donc, la Ville de Lévis est très dépendante des taxes qu'on reçoit.
Comme M. le maire en a fait mention, on va regarder, ça fait déjà quelques mois qu'on planche là-dessus, quelques années qu'on regarde pour des revenus supplémentaires, mais en début d'année, avec la planification stratégique qui est en train de se faire, on va regarder pour des revenus supplémentaires pour être moins dépendant de juste à 90 % tout près de la taxation. Donc, on va regarder pour des revenus supplémentaires. On l'a fait, ces données-là, on l'a mis sur des, je dirais, des bâtons, juste pour vous faire voir que taxes tenant lieu de taxe et les droits de mutation, que ça représente 89,1 % et le reste, vous voyez ce qu'on reçoit en revenus, en les subventions, les affectations et les services rendus. C'est quand on donne des services qu'on tarifie, qu'on donne, que les citoyens nous payent pour ces services-là. La planche suivante, alors, c'est les dépenses par objet. On a fait le total de la masse salariale, les biens et services, les contributions à des organismes et les services de dette. On va revenir avec le service de dette. 19,2, c'est 19,17, mais vous allez voir sur une planche suivante le pourcentage exact, et ça respecte le paramètre qu'on avait pour la gestion de la dette, qui était d'avoir moins de 20 % du total du budget. Vous avez aussi le total des dépenses par direction. Alors, l'entretien des infrastructures, vous avez transport, mobilité durable, l'administration générale, qui totalise des dépenses supplémentaires de 46 200 000 pour nous amener à un budget de 404 900 000 cette année. Même chose qu'on a fait, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, on a mis les bâtons pour chacun des pourcentages, pour chacune des directions. Alors, vous pouvez voir, la police, ça représente 8,6 % l'administration générale, 18,8 % et on retrouve aussi le 19,2 % du service de dette sur le budget. Alors, je suis rendue à la page 9, parfait. Service de dette. Alors, le service de dette à la charge de l'organisme municipal, qui est la Ville, n'excédant pas 20 % de ses revenus totaux. On voulait vous faire la démonstration que depuis 2021, on est à 19,96. Si on regarde 2024, on est à 19,17. Donc, le 20 % des revenus totaux n'est pas dépassé. On respecte ce paramètre-là. Puis, vous avez ce qui explique là, chacune des années 21, 22 et 23 pour le pourcentage du service de dette sur la totalité des revenus. L'historique de l'endettement à long terme sur les revenus pour la Ville de Lévis. Monsieur le maire en a parlé, on nous fait souvent mention qu'on ne gère pas bien la dette, mais on est en très bonne gestion pour la dette, l'endettement. En 2020, on était à 144 % sur les revenus, 2021, 129,4 %, 2022, 126,3 %. Le paiement comptant, M. le maire en a aussi parlé dans le communiqué. Alors, on avait pris l'engagement en 2021 d'avoir au minimum 20 millions de paiements comptants dans le mandat, dans les 4 ans. On est vraiment content aujourd'hui de vous dire que le 20 millions, on l'a atteint une année plus rapidement parce que le fait de payer comptant, c'est moins d'emprunts aussi qui sont à la charge des citoyens. Donc, 20,9 millions en 2024 qui sera pour le paiement comptant. J'arrive à la planche, à la page 12, taxation et tarification. Monsieur le maire vous en a fait mention aussi. La taxe foncière, ce sur quoi nous, on a c'est notre latitude. En fait, c'est la latitude qu'on a. C'est vraiment 6 % pour chacune des catégories. Et la tarification, la loi nous oblige à charger ce que ça coûte en tarification. Donc, vous avez taxe de secteur, l'aqueduc, les anciennes dettes. 95 % de nos citoyens sont dans le secteur des servis. Donc, 95 % des citoyens vont recevoir l'augmentation de 14 %. La tarification de l'eau, on passe à 227 $. L'assainissement, on passe à 176 $. Les déchets, on passe à 208 $, ce qui représente 7,60 $ par mois pour un total de 19,60 $ par mois sur une maison moyenne de 329 700. Donc, en bref, la hausse du taux foncier pour une maison moyenne représente 12 $ par mois. Le maintien du paiement du compte de taxe en 12 versements, ça fait longtemps, on le répète à chaque année parce qu'on est une des rares villes, sinon la seule, le faire sur 12 mois sans charger d'intérêt aux citoyens. Malgré le contexte économique, la Ville maintient l'ensemble de ses services à la population et injecte plus de 10,3 millions pour pallier l'inflation. La création d'un fonds de 2,4 millions pour les logements sociaux et abordables, ce qui a été annoncé la semaine dernière. L'augmentation de 700 000 $ de la quote-part à la Société de transport de Lévis. La Ville poursuit sa gestion de la dette et présente un budget responsable.
maintenant l'ensemble des services aux citoyens et réitérant son appui à ces organismes grâce à des contributions financières qui sont indexées pour 2024. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, Madame Demers. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions concernant le budget. Je vous invite à vous nommer, de même que le média que vous représentez, avant de poser votre question. Donc, à vous la parole. Bonjour. Taïeb Molla, Journal de Québec. Ça va bien? Oui. Je vais commencer par la même question que j'ai posée au maire Marchand la semaine dernière. Je lui avais demandé s'il craignait d'entrer dans l'histoire comme étant celui qui a fait la plus grosse hausse depuis les fusions municipales, hausse de taxes pour Québec. Là, je vais vous demander, là, on sait que c'est la plus importante hausse de taxes de votre ère depuis que vous êtes là en 2013. Ça ne doit pas être de gaieté de cœur que vous faites ça? Bien, nous, c'est loin d'être facile, d'autant plus que, comme je vous disais, comme 90% de nos revenus viennent de la foncière, l'impact est comme direct. Et en plus, on a subi, comme les villes en croissance, une chute des revenus parce que les promoteurs ont retardé de 6 mois leur échéancier de projet. Alors, de telle sorte qu'à un moment donné, on avait prévu, donc, ces 6 millions de nouveaux revenus l'an dernier, 6,4, puis on s'est retrouvé avec Presque 4. 4 millions. Donc, on a quasiment un minimum, un gros 1 là, de différence juste là, donc au niveau des revenus. Donc, est-ce que c'est un budget facile? Non, certainement pas. C'est un budget qui est extrêmement difficile. Cela étant dit, on était confronté à la situation suivante, c'est que si on coupe dans les services, quels services on doit couper? Et j'ai fait l'exercice en comité plénier, tous les membres du conseil, y compris donc les membres de l'opposition, et on a demandé à 4 reprises pendant ces rencontres-là, pouvez-vous nous identifier des sources où on pourrait couper dans les services? Et sur l'ensemble des élus municipaux, en comité plénier, personne n'a identifié de source où on pourrait couper parce que nous, on est déjà à la corde. Donc, à partir de ce moment-là, on a opté pour 2 choses. D'abord, maintenir la foncière au niveau de l'inflation. Puis l'autre élément, c'était également de maintenir notre niveau de service actuel. Parce que on estime qu'on ne peut pas aller en bas de ces services-là actuellement. Ce serait difficile pour nous d'aller en bas. On est déjà, comme je vous dis, à au moins 30 millions. Donc, on est à des années-lumière de la ville la plus proche qui nous est comparable. Et je voulais vous expliquer les facteurs. Les facteurs, c'est des facteurs historiques. Nous, on est une ville dont le regroupement est issu de petites villes où il n'y avait pas nécessairement de direction de planification, etc. Donc, on a certains retards à prendre. C'est sûr que nous, dès que l'inflation devient trop élevée, l'impact est direct. Donc, vous avez parlé d'un budget difficile. Vous, à titre personnel, ça doit être plate de devoir annoncer à vos citoyens ce soir que définitivement, c'est une hausse de 6, voire plus, là, avec les tarifs. Là, on est en train de démêler tout ça. Là, c'est 7,7. Ça fait partie dans notre équipe de l'une des décisions les plus difficiles. On en a discuté beaucoup en équipe. En passant, notre équipe, on en a discuté énormément. Mais on s'est dit, on ne peut pas continuer à creuser l'écart avec les autres villes, surtout avec la croissance qu'on connaît actuellement. Donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on essaie même, tranquillement, pas vite, de rattraper cet écart-là. Et avec le cadre financier qui va être déposé dans les prochains mois, on va vraiment pouvoir regarder ce qu'on peut diversifier pour les revenus. Mais il faut s'attendre déjà qu'au niveau de la diversification des revenus, la densification va en faire partie. Sur la dette, Mme Demers en a un peu parlé. Elle a sorti certains chiffres là où elle comparait les ratios. Mais si je prends la dette en tant que telle, là, en chiffres absolus, là, il me semble qu'on a depuis 3 ans, là, ou 4 ans, depuis 2021, on a quand même une hausse qui est importante de 30 ou 35 là. 34 mon collègue me souffle à l'oreille. Oui, c'est ça. Ça demeure préoccupant. Est-ce qu'on est en train d'utiliser la carte de crédit? Si vous regardez les villes comparables, et je vais vous donner le meilleur exemple, c'est Terrebonne. Terrebonne et Lévis, on a un point commun. On est 2 villes, 2 grandes villes qui croient à la vitesse grand V. Alors, c'est sûr que nous, ça amène une pression, bien sûr, sur notre programme quinquennal d'immobilisation, cette croissance-là. Mais attention, il ne faut pas oublier en même temps que nos revenus augmentent. Alors,
proportion, donc, qu'on calcule au niveau de la taxation, maintenant au niveau de la dette, c'est le ratio. Et là, on rejoint l'opposition parce qu'ils nous avaient posé beaucoup de questions là-dessus l'an dernier en disant, vous devriez retenir le ratio de la dette sur le budget total. C'est ce qu'on fait. Et vous voyez, on est passé de 144 à 126 %. Et là, la moyenne d'endettement des villes comparables est à 118. Donc, on s'approche dangereusement de la moyenne de la dette. Mais oui, votre dette peut paraître augmenter, mais vos actifs augmentent aussi. Et la valeur de vos propriétés augmente. Et on prévoit encore l'an prochain des nouveaux revenus reliés à l'habitation. On est au-dessus de la cible aussi au niveau de notre développement. Parce que je tiens à vous dire qu'en 2015, on avait prévu dans notre schéma d'aménagement 800 nouvelles unités d'habitation par année. C'est sûr qu'on dépasse largement ce chiffre. On était à 3 000 l'an dernier, 2 000 l'autre année d'avant. Cette année, on est à au moins 1 100 là, à la fin novembre. L'année n'est pas finie, on va peut-être monter à 1 500, ce qui est déjà presque le double. Donc, ça roule à vitesse grand V. Donc, cette dette-là devient relative aussi par rapport à nos nouveaux revenus. Et comme le critère, donc, était de l'utiliser par rapport au budget, on est en chute par rapport à notre budget. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est comme si vous, par exemple, votre salaire augmente énormément. Non. Alors, non, mais si votre salaire, je donne ça comme exemple, si votre salaire augmente, bien, c'est sûr que votre niveau de dette, vous allez pouvoir augmenter un peu votre dette et rester en équilibre quand même. C'est un peu ça, là, j'essaie de l'expliquer de façon vulgarisée. Mais sur la dette, une toute dernière pour moi. Il y a quelques années, on avait la cible pour inverser la courbe de la dette. C'est ça. Il me semble qu'elle était à 2026 ou 2027. À un moment donné, elle est devenue 2029. Là, on n'a plus d'année de cible, là, sauf si j'ai manqué des choses. Ben, le message peut être inquiétant, là aussi, pour la population, si on n'a pas d'année de cible. Cette cible-là va nous être présentée dans le cadre du cadre financier qui s'en vient. Alors, il faut dire, puis je ne le dis pas pour s'excuser, on est peut-être quelques mois en retard, tout simplement parce qu'on a eu le départ de notre directrice des finances, nomination d'un nouveau directeur de finances, nomination d'un nouveau directeur général. Mais sachez une chose, notre direction générale est vraiment enclenchée avec le comité de finances pour déposer ce cadre-là. Mais un des objectifs du cadre, c'est de diversifier notre source des revenus. On ne peut plus rester à 90 % de nos revenus qui viennent de la foncière. Merci beaucoup, M. Merci, M. Moala. Oui, Prochaine Dani question. Côté, TVA. Merci. Vous parlez de villes comparables, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, à un taux de 7,7 % incluant les services, on peut se comparer? Là, on est dans quel ordre, Lévis? Bien, c'est dur à dire parce que, vous voyez, je regardais, par exemple, une ville comme Longueuil. Alors, donc, eux, ils annoncent une taxation au niveau de la foncière. Donc, on a le taux global. Je vais laisser la parole à Mme Demers qui va vous en parler un petit peu, les villes comparables au niveau du taux global de taxation. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que nous, on n'a pas cette tarification-là, comme par exemple à Longueuil, la taxe sur la mobilité, c'est assez élevé, là, vous l'avez vu, là, j'ai donné des chiffres tantôt, si vous allez voir dans leur communiqué. Nous, là, on n'a pas une colonne taxe à la mobilité, là. Alors donc, c'est ça qui fait la différence, et c'est pour ça que nous, le pourcentage a l'air plus gros. Mais si vous y allez sur le total de la somme des revenus, vous regardez par mois ce que ça représente, c'est quand même relativement, je ne dis pas que c'est acceptable, mais tu sais, je vais faire juste vous dire, c'est que nous, le problème, c'est comme on a accès presque uniquement à la foncière, bien, ça paraît plus quand on s'en va à l'inflation. C'est clair. Okay. Mais justement, comme Mme Demers, peut-être pour... Oui, allez-y, oui, on va compléter, oui, allez-y. Parfait. En fait, ce que je veux rajouter, pour répondre à votre question, la comparaison se fait vraiment pour le taux global de taxation. Le taux global de taxation, c'est la taxation et les tarifs. Donc, on est vraiment... et on est allé chercher les chiffres des autres villes aussi, mais dans les rapports qui sont soumis au ministère. Donc, ce n'est pas des chiffres qu'on a ramassés ici et là, c'est vraiment dans les rapports au ministère. Donc, 2023 n'est pas terminé, donc on est sur les chiffres de 2022. La taxation globale, le taux global de taxation, à Lévis, est à 1,0572. Ça, c'est le taux global de taxation incluant la tarification. Je donne l'exemple. Trois-Rivières sont à 1,4664. Saguenay, 1,3994. Sherbrooke, 1,1821. Donc, si on faisait la moyenne des... il y a Terrebonne aussi qui est à 1,0330. Si on fait la moyenne, on est à 1,2316.
du 100 d'évaluation. Si on se mettait seulement qu'à la moyenne, c'est 38,6 millions de revenus supplémentaires qu'on irait chercher. Notre taux du 100 d'évaluation est très bas, puis on les a, les chiffres là, sur les autres villes, par rapport aux villes comparables, mais par rapport à plusieurs villes à la province de Québec, notre taux de taxation est très bas, au 100 d'évaluation. Puis si on veut compléter le portrait, nous, on a fait sortir l'augmentation de notre foncière pour les quatre dernières années, là, les 4 étant 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, vous l'avez maintenant. Et sur 2020, 2021, 2022, 2023, quand on additionne l'augmentation de la foncière, nous, à Lévis, on arrive à 7,2 total. À Trois-Rivières, 15,87 total. À Sherbrooke, 12,74 total. Là, je parle de la foncière. Et à Saguenay, 9,06 total. Puis à Terrebonne, 10,44 total. Parce que nous, on a fait aussi le choix donc, d'essayer d'aider le plus possible nos citoyens dans le cadre de la COVID, où on avait même eu un 0% pour vraiment appuyer nos concitoyens. Mais sur 4-5 ans, on demeure la ville, dans les 5 villes comparables, qui ont donné les taux de taxes les moins élevés total. Mais c'est vrai que c'est un coup à donner. Saguenay l'a donné l'an dernier. Alors, nous, c'est cette année, donc, qu'on donne ce coup-là. Alors, donc, voilà, et nous, on est plus impactés à cause de cette absence de tarification. Okay. Vous dites un coup à donner cette année, mais quand même, les contribuables déjà sont coincés. Oui, on en est conscient. C'est pas évident, là. Bien, c'est-à-dire que c'est à ça où on coupait les services. Et comme je le disais, on a fait le débat de fond en comité plénier, et les 15 conseillers et conseillères municipaux, j'inclus l'opposition là-dedans, ne nous ont identifié aucune piste de coupure de services, puisqu'on est déjà à accord, comme on dit, dans les services. Donc, on ne pouvait pas couper dans les services. On n'a pas trouvé d'identité. C'est-à-dire, oui, on peut toujours. Alors là, il faut diminuer la qualité du déneigement. Faut diminuer. Mais là, ça touche directement les citoyens. Mais vous avez quand même trouvé une nouvelle source de revenus, la taxe sur les terrains vacants cette année. Bien, pour l'année c'est ça. prochaine. Oui, mais ça, c'est issu du pacte fiscal, là. On s'entend là-dessus. OK. Merci. Merci beaucoup, Mme Côté. Prochaine question. Oui, bonjour vous quatre. Monsieur le maire, Olivier Lemieux, Radio-Canada. Je vous écoute aujourd'hui, puis j'ai comme l'impression que c'est la fin un petit peu d'un modèle à Lévis. Parce que quand vous dites qu'il faut diversifier nos sources de revenus, bien ça, il n'y a pas de secret, là. Ça veut dire d'autres taxes. Allez-vous avoir des parcomètres à Lévis, des liens de stationnement à Lévis? Ouais. Je veux dire, qu'est-ce que vous regardez, monsieur le maire? C'est tout ça qui est en train d'être regardé. Le premier élément qu'on a fait, c'est de sécuriser nos réserves. C'est que nous, dans nos réserves, déneigement, auto-assurance et tout ça, on a à peu près 7-8 réserves. Donc, Mme Demers pourrait vous en parler plus longuement. Où est-ce qu'à un moment donné, on a presque triplé nos réserves, donc dans les dernières années. Pourquoi? Justement, pour se faire un coussin pour éviter les coups durs. Ça, c'est le premier élément. Mais là, vous avez raison. C'est qu'on n'a pas encore fait le virage d'une grande ville, tu sais, Lévis qui a grossi, qui a cru, on a eu une croissance énorme, mais on n'a pas fait le virage au niveau de la tarification. Je vous donne un exemple. Au niveau de la densification, c'est sûr qu'on va le regarder de très près. Vous avez vu plusieurs municipalités maintenant qui chargent tant à la porte pour la densification. Et donc, ça, c'est des éléments. éléments. Une taxe au logement neuf. Exactement, exactement. Alors, donc, les promoteurs ont actuellement. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille. Et d'ici quelques mois, alors, on devrait être en mesure d'avoir les résultats de ce que ça pourrait donner, tu sais, comme possibilité de tarification pour venir soulager davantage la foncière. Mais je vous donne 200% raison. C'est que oui, nous, notre objectif, c'est que le vieux pattern qui est le propre de nombreuses municipalités qui n'ont pas connu la croissance, ou en tout cas qui sont à des niveaux, de faire en sorte que 90% de tes revenus, c'est la foncière, bien, on n'aura pas le choix que de s'éloigner de ça et d'avoir de nouvelles sources de financement qui vont permettre peut-être d'égaliser un peu plus et de s'assurer que les gens, par exemple, qui font la densification, vont payer une juste partie. Mais vous êtes conscient que fondamentalement, ça va être impopulaire, ça.
Oui, mais on les n'aura gens pas- vont crier. Oui, mais les gens vont crier non, pas sur la foncière, parce que sur la foncière, à ce moment-là, ça va nous aider à protéger notre impôt foncier, puisqu'on va aller chercher des tarifications. Je vous Mais donne les un gens exemple. vont dire, vous allez la chercher dans la poche Ouais. de gauche, Mais M. je vous donne un exemple sur la densification. Alors, au niveau de la densification, ces nouveaux revenus-là vont nous être nécessaires pour améliorer nos artères urbaines. Parce que si vous densifiez, il faut que vous améliorez vos artères urbaines. Il faut que vos artères urbaines deviennent plus conviviales. Il faut que vous y ajoutez des pistes cyclables, etc., etc. Alors, c'est ça que nos gens sont en train de calculer. Comment tout ça coûte et qui doit payer quoi? Oui, mais là, vous êtes sur les promoteurs. Les citoyens vont voir aussi des impacts. Lévis, ville sans parcomètre. C'est-tu fini, ça? Ça, je suis pas sûr, par exemple, parce qu'on a une configuration, en tout cas, il y a quelques années, mais écoutez, j'en suis pas certain, mais ils vont l'analyser quand même, le comité de finances. Je peux pas vous répondre par la positive là-dessus, parce que nous, l'expérience des stationnements, à l'époque de tarification au niveau des stationnements, il y a quelques années, c'était pas avéré concluante, parce qu'au fond, ça coûtait presque aussi cher la gestion de nos parcomètres que le nombre de parcomètres qu'on avait. On en avait très peu. C'était uniquement presque dans le Vieux-Lévis qu'il y avait des parcomètres, et finalement, là, on avait opté pour les enlever. Mais là, à la lumière de la croissance qu'on connaît, on va regarder tous ces aspects-là. Est-ce que le stationnement va être là-dedans? Je ne peux pas vous répondre actuellement, malheureusement. Taxer les stationnements de surface, ça aussi, c'est analysé. Exact. Exact. Ça fait partie des possibilités. Fait que comme je vous dis, c'est des mesures qui sont décriées. Vous devez l'entendre à Québec, M. Lauillet. Les gens de Lévis ne sont Oui, pas ben, habitués à ça, là. Bien, ce que je vous dis, c'est que si l'inflation continue à monter à un rythme important, bien, il faudra qu'on envisage certains éléments de tarification. On n'aura pas le choix, là. Alors, donc, on est là. Alors, nous, malheureusement, c'est 90 et on a des efforts à faire pour cette diversification-là. Ma dernière pour vous, au niveau de la dette, effectivement, vos revenus augmentent. Donc, la dette, on dit souvent qu'au municipal, là, on devrait viser un ratio de 100 à 126. Vous êtes quand même largement au-dessus. Oui, alors, là bon. aussi, il faut resserrer des boulons. On ne pourra pas Oui. l'augmenter comme ça. C'est là. ce qu'on fait. Et c'est la raison pour laquelle notre PQI, ben, je ne sais pas si... Est-ce que Oui, c'est vous qui étiez... Bon. vous avez diminué le On a PQI, diminué. effectivement. Alors, on a une tendance qui est intéressante parce qu'il y a un an ou deux, on était à 140 là, dans le ratio de la dette par rapport au budget. Donc, on s'en va vers quelque chose d'intéressant. Mais vous avez raison, il va falloir continuer à surveiller. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en passant, vous avez vu dans notre PQI, la nouveauté qu'on a ajoutée, c'est les projets à l'étude. Maintenant, on n'inscrit plus automatiquement certains projets. Donc, dans le programme quinquennal d'immobilisation, on attend voir comment les vrais coûts vont sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous, on peut évaluer que tel projet qu'on veut mettre de l'avant, admettons, par exemple, il coûte 10 millions, mais on arrive à terme, puis on s'aperçoit qu'à cause de l'inflation, la main-d'œuvre, les coûts qui augmentent, on est rendu à 15. Bien là, en le mettant à l'étude, on va se questionner sur est-ce qu'on continue? Alors ça, vous avez raison, on a mis en place des mécanismes pour faire en sorte que notre PQI continue à baisser. On veut encore augmenter nos performances là-dessus. Mais disons que depuis 2-3 ans, là, on a fait un pas de géant. Je vous l'avais dit, là, avec les villes comparables, on est à 118 là, dans les autres villes. Alors, nous, je pense qu'il y a juste Terrebonne. C'est Terrebonne qui est plus élevé que nous autres, qui est actuellement plus élevé que nous dans ça. Pourquoi? Pourquoi Terrebonne est plus élevé que nous au niveau de sa dette? Parce qu'ils sont dans le même cas que nous, ils sont en croissance. Comprenez-vous l'idée? Alors, c'est sûr que la pression est toujours forte sur une ville en forte croissance, puisque Terrebonne, je pense que... C'est Terrebonne, exactement. C'est Terrebonne. Alors, voilà. Terrebonne, ouais. Alors, l'endettement à long terme, c'est ça. Alors, donc, Terrebonne... Ils sont à 200. sont à 208 Terrebonne, juste vous donner une idée. Alors, pourquoi? Parce que c'est normal que dans une ville en croissance, vous avez une pression. Puis je vous explique pourquoi la pression est là. C'est que, admettons que moi, je prévoyais 6, je vous l'ai dit tantôt, je prévoyais 6,4 millions de nouveaux revenus, safe pas mal. Finalement, avec l'inflation, tout ce qui est arrivé, la main-d'œuvre, la difficulté de livrer même des pièces pour la construction, bien là, les promoteurs ont décalé de 6 mois. Le décalage de 6 mois fait en sorte que là, j'ai perdu l'équivalent d'1% de revenus. Ils vont arriver, ces revenus-là, l'année prochaine. Comprenez-vous l'idée? Alors donc, une ville en forte croissance, la pression est toujours forte. Autrement dit, c'est aussi complexe la croissance, gérer la croissance que la décroissance. Parce que nous, on est un peu comme une business qui investit. Mais les revenus n'arrivent pas nécessairement tout de suite. On essaie de les planifier du mieux qu'on peut. Si on n'avait pas eu l'inflation,
C'est sûr qu'on aurait probablement atteint notre objectif au niveau de la croissance, là. Alors, c'est un peu ça qui fait la différence. Mais la grosse différence, là, c'est notre 90 relié à la taxe foncière. Ça nous fait mal. Ça, je l'admets. Merci, M. Lemieux. Prochaine question. Bonjour, Raquel Fletcher de Nouveau Info. Vous avez pris le temps aujourd'hui d'expliquer le pourquoi. N'empêche que 6 c'est énorme. Il n'y a presque pas d'autres villes au Québec qui ont haussé le taxe de 6 Bien, j'en suis pas certain parce que nous, comme je vous disais, on n'a pas de tarification comme les autres villes. Alors, par exemple, si vous prenez à Québec ou à Longueuil, qu'est-ce qu'ils vont engranger avec la taxe à la mobilité? Qu'est-ce qu'ils vont engranger avec les taxes sur les stationnements? Bien, si vous ne l'aviez pas chargé sur le stationnement, puis vous ne l'aviez pas chargé, là, il aurait fallu que vous augmentiez plus votre foncier. Comprenez-vous l'idée? Sinon, votre seule alternative, c'est de couper dans les services. Alors, le problème, et là où vous avez raison, il y a un dilemme. Est-ce qu'on coupe dans les services? Mais comme nous, on est déjà à ras-le-sol, je vous le dis, là, à 3 reprises, je suis intervenu différemment pour demander aux 15 élus, est-ce que vous avez des pistes pour nous aider à voir qu'est-ce qu'on pourrait couper dans les services? Et il n'y a personne qui est en mesure d'identifier quelque coupure que ce soit. Parce que on est déjà, très, très près des services. C'est sûr que je peux couper dans le déneigement, mais ça va affecter le service direct sur le terrain. Ça, c'est clair. On va passer moins souvent, les rues vont être plus enneigées, etc., etc. Par contre, cette question de la tarification, ce n'est pas nouveau à Lévis. Donc, ma question, c'est que dans les 4 dernières années, est-ce que vous avez fait une erreur de ne pas augmenter le compte de taxes un peu plus pour ne pas avoir ce gros coût? C'est-à-dire qu'on n'avait pas les paramètres pour prendre la décision. Parce que nous, comme je vous disais, nos villes sont issues de plus petites villes et on n'avait pas les grandes directions de planification qu'avaient les grandes villes. Donc, on est en train là, de s'organiser là. Au niveau de la direction générale, on a monté un peu les effectifs pour être capable de les aider. Moi, M. Lafaux, quand il est arrivé comme directeur général, il est venu me voir et il a dit, écoutez, il est où le personnel de la direction générale? Il y avait à peu près personne, tu sais. Alors donc, il fallait quand même qu'on organise notre planification. Et là, avec le comité de finances, on est en train actuellement de regarder ça. Vous allez voir, là, on va prendre beaucoup de décisions reliées à la tarification en 2024. Ça, c'est clair. Vous avez dit que l'inflation fait mal, c'est sûr. C'est pas certain que le taux d'inflation va baisser dans les années à venir. C'est là que nous, on va regarder à la lumière de notre nouveau cadre financier ce qu'on peut faire pour la tarification. Puis notamment, je vous ai identifié un cas là, qui est la densification, le multifamilial, etc. Quelle est la part que ces gens-là qui font de la densification du multifamilial, quelle est la part qu'ils doivent payer, par exemple, pour améliorer nos artères urbains? Parce que si vous faites de la densification, il faut que vous améliorez vos artères urbains. Il faut qu'ils soient plus conviviales, avec des pistes cyclables pour permettre aux gens de sortir. Tu sais. Mais ça coûte plus cher aussi. Pardon? Oui. Ça va coûter quelque chose aussi. Exactement, mais c'est la raison pour laquelle il va falloir probablement qu'on le tarifie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour pas que ça soit ramené sur la charge de la foncière. OK, merci. Mais permettez-vous juste... Oui, allez-y. Je voudrais juste faire un complément. Les contrats qu'on a donnés en 2023, qu'on donne encore jusqu'à la fin de l'année, ont coûté entre 25 et 30 de plus. Les contrats qu'on donne. Puis on les passe au conseil de ville. Tout le monde vote pour ça, là. Les contrats qu'on donne nous coûtent entre 25 et 30 de plus. On prévoit en 2024, puis on va être assez... réservé, conservateur, on prévoit un 10 à 15 de plus au niveau du coût des contrats. Donc, les services nous coûtent plus cher. Ce que M. le maire dit, c'est que quand on va avoir des revenus, une diversification des revenus, c'est que tout ça ne sera pas mis nécessairement sur la taxation qu'on va faire. Mais il y aura parce qu'on y travaille présentement, puis on est en train de regarder des sources différentes. Puis quand monsieur disait, c'est la poche gauche qui va payer, bien, en bout de ligne, tous les citoyens vont payer. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question? Oui, Jean-François de Boulevard 102.1. Il y a une augmentation de taxes de 6 puis on parle de nouvelles tarifications également. Craignez-vous, parce que là, on l'explique le 6 avec l'inflation, tout ça ici, mais
pour l'expliquer à la population de façon détaillée, ça va être plus difficile. Est-ce que vous craignez une double tollée chez les gens de dire « Hey, aïe, aïe, je mange 6 d'augmentation de taxes, puis là, dans quelques mois, on va arriver et on va me dire « Ah, je taxe sur l'immatriculation, j'ai des vignettes de stationnement, j'ai des parcomètres. » Comment vous appréhendez la réaction des gens? Vous le voyez, c'est que toutes les villes sont aux prises avec cette problématique-là, qu'on le veuille ou pas. Et moi, je siège sur le conseil d'administration de l'Union des municipalités et on est aux prises avec cette source de revenus qui est la foncière, qui est nettement inadaptée dans le contexte où les municipalités et les villes offrent de plus en plus de services à leur population. Et c'est la raison pour laquelle on s'essaye à chaque fois. On a demandé au gouvernement, là, on a eu le point de pourcentage sur le 1 de la TVQ. Mais tu sais, on aimerait que les gouvernements aillent plus loin. Donc, c'est sûr que ça va devenir extrêmement difficile. Et s'il fallait que les taux d'inflation soient maintenus, oui, on s'en va vers une problématique qui va être assez importante. Parce qu'écoutez, là, moi, là, quand je sors l'hiver, quand on sort, c'est parce qu'il faut que les gens voient bien que, tu sais, juste le déneigement, là, moi, quand je sors la machinerie, là, j'ai 1000 km de rue à faire. Il faut qu'en 24 heures, on ait nettoyé le 1000 km de rue. Vous rendez-vous compte de ce que ça représente en termes d'énergie, l'essence, etc. Alors donc, c'est énorme. Alors donc, c'est sûr que s'il fallait que l'inflation continue à augmenter, bien là, quel type de décision on va être obligé de prendre? Est-ce qu'on va être obligé de revoir notre panier de services? Peut-être qu'on va être rendu là aussi. Comprenez-vous l'idée? Il ne faut pas non plus rejeter du revers de la main ce scénario-là, que pour le moment, nous, on a rejeté parce qu'on est vraiment dans les services de base à la population. Disons que nous, on n'a pas beaucoup de gras là, dans les services qu'on offre à la population. Est-ce qu'on a regardé au niveau, parce qu'on parle de coupure de services depuis tantôt, mais au niveau de réduction de dépenses administratives ou quoi que ce soit, là, le maire Marchand nous avait présenté là, des tableaux à cet effet-là. Oui, nous, ça a été fait. Alors, on a fait une ponction de pas loin de 3 millions, je pense. C'est à peu près ça? Ou? Exactement. 50 des demandes des directions ont été coupées. Et puis, comme j'ai expliqué tantôt, on a fait aussi 15 processus d'optimisation là, pour avoir plus d'efficience au sein de l'appareil. Magnifique. Est-ce que la nouvelle loi sur la fiscalité va vous permettre la taxe à l'immatriculation? Est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage fortement? Bien, écoutez, ça va être étudié surtout à la communauté métropolitaine de Québec. On va le regarder globalement. Mais c'est sûr que nous, au niveau de l'immatriculation, on a déjà une première revendication à faire au gouvernement, c'est que la taxe d'immatriculation, c'est pas nouveau, là. Chaque citoyen à Lévis paye 30 $ pour l'immatriculation, actuellement, pour le transport en commun. Sauf que nous, on a une particularité qu'on n'a pas ailleurs, c'est qu'il y a il y a la moitié de ce 30 $-là qui ne revient pas à la ville de Lévis pour développer notre transport en commun. Donc, moi, ça fait plusieurs fois qu'on le demande au gouvernement. Vous vous souvenez, à l'époque, Marc Picard avait déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale demandant qu'on retourne le 30 $ à la ville de Lévis, etc. Alors, c'est pas d'hier, mais ça, va falloir que ça se règle avant que nous, on accepte d'aller au-delà de ce 30 $-là. On récupère même pas, nous, le 30 $ que les citoyens de Lévis payent, ne va même pas en amélioration à 100 % pour le transport en commun à Lévis, mais il y en a la moitié qui va donc au RTC. Alors donc, nous, on veut récupérer ces sommes-là avant d'aller au-delà, parce que les citoyens payent déjà 30 $ pour l'immatriculation. Puis, dernière question, on parle justement de transport en commun, puis vous avez mentionné là, vouloir faire front commun avec M. Marchand là, auprès du gouvernement. Quand est-ce la prochaine rencontre? Bien, écoutez, nous, on va voir à quel moment va être la rencontre, mais actuellement, la problématique est la suivante, c'est qu'il y a une certaine méfiance envers les intentions réelles de la Caisse de dépôt, je ne le cache pas. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle, souvenez-vous, en 2021, le gouvernement avait présenté le réseau express de la capitale, oui. Qui comprenait 4 éléments. C'est que moi, ce que je dis à mon homologue, c'est ceci: on devrait faire front commun pour ramener le réseau express de la capitale tel qu'il a été conçu en 2021, où on avait à cette époque-là le tunnel autoroutier qui, pour nous, est la priorité numéro 1. On avait le tramway, les voies réservées et l'interconnexion dans l'ouest de la ville qui est très important pour nous. Donc, grosso modo, moi, je pense qu'on devrait faire front commun là-dessus et être très solidaire, parce que moi, je suis un de ceux qui pense que notre région, la région de la capitale nationale, la région de Chaudière-Appalaches, la grande région de la capitale nationale,
on mérite mieux au niveau de la mobilité si on compare ce qui se passe à Montréal. Ça, pour moi, c'est très clair. Cool. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Fortin. Prochaine question. Simon Carmichael pour Le Soleil. Bonjour, Mme Demers. Bonjour. Messieurs. Vous nous présentez une hausse de taxes et tarifs là, de 7,7 %. L'an dernier, les taxes résidentielles ont augmenté de 2,6 %. L'inflation était significativement plus élevée. En 2022, on a augmenté de 2,5 % sous l'inflation. Oui. L'année d'avant, on était à un gel des tarifs, évidemment, sous l'inflation. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est un peu en rattrapage où on paie pour les décisions de faire des faibles hausses dans le passé? Non, nous, dans le fond, ces faibles hausses-là étaient reliées à la pandémie. Vous me suivez? Non, mais je vous le dis, c'est facile, tu sais, M. Carmichael, de dire après coup, mais on n'avait pas prévu une telle inflation, tu sais, qui est arrivée très rapidement. Vous l'avez vu dans le marché d'alimentation à un moment donné, etc. Donc, est-ce qu'on aurait pu taxer un petit peu plus dans les années passées? Peut-être. Ça, je ne vous cache pas que peut-être on aurait dû le faire. Maintenant que je sais que l'inflation nous a touchés plus durement qu'on pensait, ben peut-être qu'on aurait pu le faire. Si, je vais être franc, là, je réponds à votre question très franchement. Mais on n'est pas en train de payer un peu pour les décisions des dernières Non, années? non, parce que nous, notre problématique est toujours la même. C'est le problème. Écoutez, je suis à 30 millions de la ville la plus proche, là, en manque à gagner au niveau. Alors donc, puis c'est dû pour des facteurs historiques, je vous l'ai dit tantôt. Nous, en 2001, quand on a regroupé la ville de Lévis, c'est des petits centres, puis regardez Québec, il y avait déjà Charlebourg superbement bien organisé, Beauport, Sainte-Foy, c'était déjà des grandes villes. Mme Boucher qui avait même fait construire un magnifique hôtel de ville. Non, mais tu sais, il y avait plus de moyens. Alors nous, combler cet écart, alors ça demande un exercice. Mais on s'est entendu sur une chose, notre équipe. On ne veut plus creuser l'écart avec les villes comparables. Ça, c'est clair. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler dans les prochaines années. Et oui, on va travailler sur la diversification des revenus. Ça, c'est clair. Tantôt, vous nous mentionniez, l'année dernière, c'est Saguenay qui a eu une hausse significative. À chaque année, il semble avoir une ville là, où on a une espèce de grand coup de taxation pour réussir à rattraper l'écart. Est-ce que cette année, c'est autour de Lévis de devoir peser sur le gaz? C'est en plein ça qui se passe dans les tendances qu'on a observées. Comment ça vous fait, Mme Demers, d'être la figure de ce rattrapage-là? J'ai juste envie de vous répondre, on est rendu là. On est rendu là, M. Carmichael, et vous savez quoi? Vaut mieux y aller à visière levée et dire aux gens, nous, on agit de façon responsable. Et encore une fois, j'ai demandé à tous les membres du Conseil, identifiez-moi des pistes où on pourrait rationaliser, couper des services. Mais malheureusement, nous, on est déjà dans une offre de service qui est minimale. Alors, je peux pas couper quand je suis en sous-effectif. Je peux pas couper quand je suis déjà... Alors, comprenez-vous l'idée? Alors, ça devient difficile de le faire. Alors, il vaut mieux agir de façon responsable. Maintenant, est-ce que, pendant la pandémie, ne voyant pas venir l'inflation qui est arrivée, est-ce qu'on aurait pu être un peu plus élevé? La réponse, c'est probablement oui. Justement, bon, vous... J'aime mieux être franc, là. Oui. Vous dites la vérité. J'aime ça quand vous êtes franc, M. Laulier. Justement, là-dessus, là, qu'est-ce que vous dites à ceux qui, demain, vont voir les grands titres puis dire « Mais qu'est-ce que mon maire, qu'est-ce que la présidente du comité des finances ont fait pour réduire au maximum... » Concrètement, est-ce qu'il y a des gestes que vous avez faits dans l'administration, des choix que vous avez faits, que vous pouvez nous dire « Ça, on l'a fait pour baisser la hausse qu'on vous présente. Ça, on l'a fait pour baisser la hausse. » Bien, nous, c'est dans le passé où on avait déjà, donc... on avait déjà un écart qui était très fort avec les villes comparables. Puis comme je vous dis, avec les villes comparables, là, notre différence là, avec la ville la plus proche, on est à 38,6 millions de membres. On est à 13% moins élevé au niveau de la taxation que les villes comparables. 13%. Il faudrait que j'augmente mes taxes de 13,7% d'un coup, là, en plus du 6 que j'ajoute là, pour rattraper les villes comparables. C'est ça l'enjeu. Oui, Mme Demers. Oui, je voudrais juste ajouter, aujourd'hui, quand on a vu aussi au niveau de Longueuil, Mme la mairesse a fait la mention que si elle n'avait pas fait d'optimisation puis de discuter avec chacune des directions, parce que le travail s'est fait, c'est 12,7 d'augmentation qu'il y aurait eu, bien nous, on serait à 13,5.
Fait que sans- Il y a de l'énorme travail qui s'est fait C'est dans ça. chacune des directions. La direction générale, mais chacun des directeurs de chacune des directions ont travaillé énormément pour dire, voici l'optimisation qu'on est prêt à faire pour avoir une augmentation. De toute façon, on fait face aux coûts présentement pour avoir cette augmentation-là qu'on vous présente aujourd'hui. Mais on ferait face à 13,5 présentement. Donc, moi, Monsieur le maire l'a dit, oui, le comité de finances a travaillé. Moi, je répète tout le temps que je suis rien si tous les gens ne sont pas là. Mais chacune des directions, avec la direction générale, ont travaillé très fort pour nous amener, voici, pour donner les services qu'on donne aux citoyens. On ne voulait pas de coupure au niveau des services, mais c'est ce qu'on vit présentement. Madame Demers, c'est possible de me parler un petit peu de la décision concernant les terrains vacants, un peu pourquoi est-ce qu'on a décidé de l'augmenter Ben, en fait, drastiquement? Là, je pense qu'on double, là, madame me le confirmera. Oui. C'est quoi le but derrière ça? Ça rapporte combien à la ville? Comment vous voyez ça un peu? on était déjà au double. L'année passée, on était déjà au double. C'est la loi 39 qui vient tout juste d'être C'est ça. adoptée, qui nous permet d'aller 4 fois le taux de taxation de la résidentielle. Donc, c'est ce qu'on va faire. Avec ça, si la loi n'avait pas été adoptée, on aurait creusé le budget de 11,5 millions. Et ça fait partie des demandes dans le cadre du pacte fiscal. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 2 ingrédients qui jouent là-dedans. Mme Demers a raison dans les explications qu'elle apporte, mais il y a 2 ingrédients qui jouent là-dedans aussi. C'est que le gouvernement aussi, et c'est la raison pour laquelle ils vont de l'avant, et c'est une demande de l'Union des municipalités, là, des unions. Pourquoi on a demandé ça? Parce que le gouvernement nous demande de densifier. Donc, il faut qu'on force l'utilisation des terrains desservis. Il faut qu'on en force l'utilisation le plus rapidement possible si on veut faire en sorte qu'on puisse densifier. Parce que c'est ça l'objectif du gouvernement. Vous allez le voir, là, au sein de la communauté métropolitaine, on est en train de réaliser notre plan métropolitain et c'est sous le signe de la densification, là. Ça, là, la densification, on ne pourra pas échapper à ça. Là. On ne pourra pas, là, oublions le petit bungalow, là, il va en avoir encore un peu dans les zones plus limitrophes, mais dans les grands pôles, là, attendons-nous à une densification, qu'on soit à Québec, Montréal, qu'on soit à Longueuil, Trois-Rivières, cette densification-là, parce qu'il y a peu de chances que le gouvernement souhaite qu'on continue à aller jouer dans les terres agricoles. Tantôt, mon collègue parlait de la fin d'un modèle à Lévis en lien avec les différents frais et services qui pourraient arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Lévis s'est toujours présenté comme un allié des promoteurs, des constructeurs immobiliers. Là, vous nous parlez de taxes sur les terrains vacants 4 fois le taux régulier. Vous nous parlez de mesures de densification. Est-ce qu'on arrive à un point où on se dit il faut faire plus d'argent avec la densification, sinon ça ne fonctionnera pas? Est-ce qu'on va toujours être aussi favorable à la... Bien, au niveau de la densification, je vous rappelle que dans notre schéma d'aménagement, on prévoyait environ 800 nouvelles unités d'habitation par année. On a grimpé, vous l'avez vu, jusqu'à 3000 unités. Donc, nous, cette croissance-là fait en sorte là où vous avez raison, c'est qu'il faut aller chercher les revenus reliés à cette densification-là, et ça, c'est la prochaine étape. Elle va être importante. Je me mets devant le micro. Oui. Est-ce qu'on imagine que ces nouvelles taxes-là, ces nouveaux revenus-là, bon, ça vient avec un certain coût pour les promoteurs, ça risque de ralentir la cadence peut-être de la construction à Lévis? Pas chez nous, en raison de l'activité économique très forte qu'on connaît. Puis, je vous donne quelques exemples concrets. Est-ce que vous pensez qu'avec 13 milliards de contrats reliés à la construction navale, déjà des vies ont commencé à faire les travaux sur le terrain et vous allez voir, c'est quand même assez incroyable. C'est 800 millions là, juste pour l'amélioration du site. Alors, avec la construction navale, je peux vous dire là, que dès qu'on viabilise une rue industrielle, tout est vendu. Alors donc, je pense que cette croissance-là va se maintenir et ce sera à nous de jouer l'équilibre. Et c'est la raison pour laquelle on préférait se donner quelques mois de plus pour vraiment bien analyser la situation. Mais oui, il va y avoir des nouveautés pour le budget 2000. Ça, soyez assurés que pour le budget 2025, il va y avoir des nouveautés parce que là, nous, on ne veut pas que ce soit juste le citoyen qui, par la foncière, paye 90 des revenus, soit en charge. Merci, M. Carmichael. Prochaine Il reste question. 2 précisions, Oui. si vous permettez. Dans la rencontre là, où vous avez essayé d'identifier avec les conseillers, est-ce qu'il y a des services là, qui peuvent être enlevés? Puis la réponse a été non. Vous avez dit les 15 conseillers. Est-ce que je comprends que les 2 opposants étaient présents aussi? La semaine dernière, on avait un comité plénier. On avait dit, le moment de vérité est arrivé.
On va être pas loin de l'inflation pour la foncière. On va être aux alentours de l'inflation pour la foncière. Et vous avez tous reçu le budget. On l'a regardé jusqu'à l'épuisement des questions, d'ailleurs, en comité plénier. Jusqu'à l'épuisement des questions. Moi, on a commencé la réunion et j'ai dit on a jusqu'à minuit. Minuit, s'il le faut. Il n'y a pas juste les questions qui étaient épuisées. Alors là, vers à peu près 8 heures, je pense qu'il n'y avait plus de questions. Bon, OK. alors, et à 3 ou 4 reprises, j'ai demandé, comme président de l'Assemblée, étant donné que vous avez tous reçu le budget, avez-vous des sources de coupures à nous proposer? Personne n'a levé la main pour proposer quelque source de coupe que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on est déjà, l'exercice avait déjà été fait par la direction générale. On a coupé 50 des demandes, qui étaient quand même des demandes intéressantes. Alors, justifiées. Et puis, à partir de ce moment-là, bien, écoutez, on a dit, OK, mais encore, est-ce que vous souhaitez qu'on touche au panier de services actuel de la population? C'est ça, là, l'enjeu, on est rendu là. Une fois qu'on a fait l'exercice que la direction générale a fait, là, on est rendu service direct. OK. On enlève-tu les activités reliées à la culture? On enlève-tu les activités reliées aux loisirs? On coupe-tu le nombre d'heures de glace? On coupe-tu la gestion des déchets? Est-ce qu'on y va à toutes les 3 semaines, etc.? Bien, c'est à ça, là, les vraies questions. On est dans l'os, on n'est plus dans le On gras. est- exact. Alors là, je tiens à vous le dire, là, puis les gens peuvent vous en témoigner, personne n'a été en mesure d'en proposer parce que ça avait déjà été fait le travail par la direction générale. Ou est-ce qu'il reste quand même que on avait quand même, c'est 50 des demandes qui ont été faites? Alors, ça représente à quoi? Je me souviens plus, là. 3 millions. Bon, alors, ça vous donne une idée. Alors, donc, on est déjà là. Alors, donc, 3 millions, ça commence à faire un peu plus de 1 sur un compte de taxes. Et l'autre question, si vous permettez, on sait que c'est la hausse la plus importante de taxes depuis 2013, depuis que vous êtes là. Est-ce que vous savez si c'est la hausse la plus importante depuis les fusions comme à Québec ou non? On n'a pas regardé. On pourra vous revenir, là. On va le regarder. Parce que je l'ai posé tantôt. Mais non, mais c'est ça. mais, On n'a pas donné. mais on là, sait que depuis 2013... on n'a pas c'est ça. pensé à votre question, autrement dit. Ah, vous aurez dû penser parce que c'était ça à Ah, c'est Québec. ça. Ouais, C'était prévisible, non, comme mais, question. non, sérieusement, là, on l'a porté en oubli, mais on va vous le donner. On peut aller même avant les fusions, mais on ne peut pas vraiment comparer. Non, C'est les ça. 10. Avant Mais les au moins, les fusions, fusions. là, c'est Oui, pas c'est comparable correct. tellement. Mais au moins, les fusions, vous êtes d'accord qu'il y a une Ouais, comparaison. c'est c'est ça. ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, M. Morala. Alors, merci beaucoup. Donc, ceci met fin à la conférence de presse. Merci à nos porte-paroles et merci à vous tous de votre présence et je vous souhaite une excellente journée.